Il y en a plein. Mais j'en ai trop en fait de photos. Donc je vais peut-être vous remontrer le diaporama. Et puis on s'arrête si vous voulez. Comme vous voulez, vous me dites. Qui les avait prises ces photos? C'était eux-mêmes qui se prenaient en photo? Souvent, oui. Souvent, oui. Et ce dont il faut se méfier avec les photos de cette époque, alors quand c'est des partisans dans la forêt, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est eux qui, à un moment donné, soit avaient retrouvé un appareil photo ou là, on avait porté un avec un. Par contre, évidemment, là où il faut être très prudent toujours, c'est dans les photos, dans les ghettos, hein, qui sont souvent des photos prises par les Allemands, et, et donc qu'il faut toujours recontextualiser. C'est toujours la difficulté, je pense, pour les... Moi, c'est pas mon cas, je fais pas de documentaire, mais quand on fait des documentaires, de faire très attention à... Enfin, c'est évident, hein, ça semble évident comme ça, mais de la provenance des images. Et voilà, par exemple, si vous voyez les photos du ghetto, des photos couleurs du ghetto de Lublin, bon, il y a eu une exposition très bien faite, je crois que c'était au mémorial de la Shoah, sur justement toutes ces photos dans les ghettos, euh, prises par soit un membre du personnel du ghetto qui était aussi photographe allemand, ou par la propagande, etc. Mais en fait, moi j'ai supprimé dans le roman, il y a une partie de l'histoire qui se passe dans le ghetto, qui n'est pas nommé. Bon, donc on peut imaginer que c'est celui de Tchernowitz, mais ça peut être encore une fois n'importe lequel autre. Mais il n'y a plus ça dans le film. Donc vous voyez, moi là j'avais classé mes photos d'archives, soit bon, ben, qu'on trouve sur les sites habituels de Washington, Yad Vashem, et en Allemagne, Bundesarchiv. Mais c'est finalement pas tant ces photos-là qui m'ont inspiré. Ça, c'est les parents de Aaron. Sa mère est Bounia et son père, Michael. Et puis, moi, ce qui m'a plus... Alors, inspiré, c'était... Ah oui, je vais vous montrer, voilà, tiens, c'est ça. Je vais vous montrer les photos de la mère et de la femme de Vichniac, si je les retrouve, parce que... Ou les photos de main, puisque ça, c'est la main d'un travailleur par Vichniac. Mais je trouve que les photos de sa femme... Où est-ce que je vais les retrouver? Alors ça, tiens, c'est Vichniac dans les Carpates, en Ruthénie, un enfant, en 1937, étudiant au CEDER, Jewish Elementary School. Ça, c'est la légende de Vichniac. Étudiant, mais il a l'air d'avoir Non, 16 ans. étudiant, élève, pardon, hein, élève euh, à l'école, dans les Carpates, en Ruthénie. Euh, et puis, alors, je vais regarder plutôt... vous avez encore 2 minutes, parce Ah oui, que... oui. Ouais, ça va aller, parce que... je voudrais pas... Je regarde vite fait les légendes. Donc là, les écoliers de Ruthénie, 1937, voilà. Il faudrait peut-être décrire ou choisir une Ouais, ou deux photos parce que là, ouais, bien Oui, sûr, sur le ouais. catalogue qui évoque pas oui, grand-chose oui, pour mais je me l'auditeur. disais, D'accord. peut-être après avoir fait un petit tour comme ça, choisir les photos qui sont les visuels, entre guillemets, Ouais. de l'enfance d'Aaron Appelfeld. Ah, ah. C'est-à-dire, alors par exemple, trouver des photos des paysages des Carpates, ou bien D'accord. trouver des photos de... Parce que ça, c'est pas l'enfance. Ouais, Ouais. d'accord. Je fais défiler pour voir s'il n'y a pas un truc qui... Bon, mais ça, je vous en ai décrit déjà, non? Les Oui, oui, photos oui, tout de à fait, Vichniac. Vichniac. Euh, alors, toc toc toc, Salleter, Saliman. Ça, c'est des photos qui, moi, m'ont inspiré. Les photos de Sudek dont je vous ai parlé, mais qui n'ont pas un intérêt. Et après, les photos des Carpates. J'en ai plein, mais
Parce que c'est vrai que si vous nous décrire cette forêt, ces clairières, Ouais, cette ligne ouais, d'horizon, ouais. c'est quand même pas mal, hein. Ouais, d'accord. Alors, donc ce sera pas là. Non, non, non. Alors on va aller dans le repérage. Et tout à l'heure, quand vous disiez les camps d'extermination, c'était, ils faisaient ça à l'arme, enfin à la mitraillette, enfin, je sais pas comment dire. Tout. Voilà. Non, comment dire? Au plus on en lit, au plus on en découvre et on n'est jamais au bout de l'horreur en fait. Bon, voilà. Donc, quand vous lisez des témoignages sur l'extermination des Juifs en Roumanie, euh, vous lisez, enfin, j'ai même pas envie d'en parler en fait, mais c'est juste horrible. C'est-à-dire que, par exemple, une petite parenthèse, mais il y a une expression qui est venue, qui est employée parfois et qui parle de la Shoah par balle, mais en fait ça veut rien dire parce que c'était pas que, enfin c'était la Shoah par le feu, par la faim, par la noyade, bon, par exemple en Roumanie, pour aller en Transnistrie, il fallait traverser un fleuve. Bon, donc, évidemment, euh, les gendarmes roumains, les Allemands, leurs séides ukrainiens s'amusaient à noyer les familles qui traversaient la rivière sur des ponts branlants. Et puis, on a des témoignages de paysans, de gens qui ont vécu, bon, où il y avait le fleuve était il y avait des cadavres le long du fleuve en permanence. Bon, c'était la Shoah par tous les moyens, et donc par tous les moyens les plus horribles, les plus terribles. Et donc voilà, des gens brûlés vifs, des gens enterrés vifs, des gens bon, voilà. Et ça, c'est quelque chose dont il parle pas et il n'a pas envie d'en parler, et parce que et moi, j'ai pas envie d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est pas comment dire. J'ai toujours eu de méfiance à. Enfin, je sais pas. Bon, c'est vraiment très personnel, mais je pense que quand on est historien, il faut s'intéresser à ça et à tout. Quand on est juste amateur d'histoire, euh, il faut s'y intéresser pour les bonnes raisons, sinon c'est juste dégueulasse, quoi. C'est juste horrible, c'est juste monstrueux, et ça nous raconte rien, en fait. Voilà. Donc moi j'ai lu toutes ces choses-là, et bon, c'était pas. Voilà. En tout cas, c'était pas juste la Shoah par balle, quoi, hein. C'était les pendaisons, c'était horrible. Voilà. Mais là où vous avez complètement raison, c'est qu'en France, elle est peu connue. C'est-à-dire qu'on connaît bien, Ouais. même un peu ce qui se passait en Russie, on savait, mais ce qui se passait en Roumanie, on n'a pas Non. idée, en Ouais. fait. Ouais. Enfin, Et bon, ben là, voilà, ça c'est une carte en fait. Donc la carte, on est la Roumanie, la Bucovine du Nord, qui était une région qui, avant le pacte, je reprends. Mince, le nom m'échappe. Comment ça, historiquement, avant l'Empire austro-hongrois, non, 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 avant quand ils ont rompu le pacte germano-soviétique, mais ça s'appelle l'opération. Bah voilà, ça y est, c'est bon. Ouf, ça y est. Donc voilà, donc la Bucovine du Nord, avant l'opération Barbarossa, c'est-à-dire quand Hitler a rompu le pacte germano-soviétique et a décidé d'envahir toute la Russie.
cette partie-là, donc la Bucovine du Nord, qui est au nord de la Roumanie, dans les Carpates, hein, voilà, et donc Tchernovitz avait été occupée par les Russes. Mais très vite, les armées roumaines ont accompagné les armées, les Einsatzgruppen allemands. Bon, et ensuite ils ont organisé la déportation de ces juifs-là et ensuite d'autres, en tout cas de Roumanie. Et là on voit bien, il y a plusieurs fleuves. Il y a la Bessarabie qui maintenant est plus ou moins la Moldavie, donc qui est à l'est de la Roumanie, est encadrée par 2 fleuves. Le Prout, dont parle beaucoup Appelfeld, puisque le Prout passe par Tchernovitz, et un peu plus loin la campagne. Donc voilà, c'était un fleuve tout à fait, je vous montrerai les photos tout à l'heure, tout à fait charmant. Et les déportations se sont faites soit en train, soit à pied, d'abord à travers la Bessarabie, donc maintenant la Moldavie, mais disons la Bessarabie, entre le Prout et donc plus à l'est, le Dniepr. Hein, on a une bande comme ça, et là, en Bessarabie, ont été créés des dizaines de camps de transit, et donc c'était des marches de la mort où les juifs étaient assassinés, dépouillés de leurs vêtements ou laissés là parce que morts d'épuisement, etc. Mais ensuite, l'idée et ce qu'ils ont fait, c'était, puisque après entre le Prout et le Dniepr, c'est la Bessarabie, et à l'est du Dniepr, on a ce territoire qu'ils ont décidé d'appeler la Transnistrie, ce qui veut dire au-delà du Dniepr, qui était l'endroit où les autorités ont décidé d'anéantir tous les juifs de Bessarabie et du nord de la Roumanie, et certains aussi de la Roumanie du Sud pour d'autres raisons, ceux qui étaient communistes ou d'autres. Voilà. Donc au passage de ces fleuves, il y avait quelques points de passage, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5, pour passer du Dniepr en Transnistrie. Là, il y a eu des horreurs aussi. Et ensuite, c'est dans ce territoire-là, donc de la Transnistrie, qu'ont été installés les camps de toutes sortes. Voilà. Là, sur la carte, j'ai écrit... Alors, Bratslav, qui est une ville donc, qui se trouve là en Ukraine, hein, au nord de ce territoire de la Transnistrie. C'est une zone où il y avait des partisans, là. Mais la ville est connue surtout pour le Rebbe hassidique, le Rabbi Nachman de Bratslav, que Appelfeld a beaucoup lu et qu'il a beaucoup nourri. Voilà. Et ce territoire-là a été libéré le 7 janvier 1944, en janvier 1944 par l'Armée Rouge. Les Allemands se retirent et en mars environ 1944, ils ont libéré la Transnistrie. Et à ce moment-là, bon, moi je ne suis pas historien, hein, donc je vous dis ce que je sais, c'est tout, hein, mais les Roumains ayant senti le vent tourner, se sont arrangés pour tourner plus ou moins kazakh. Voilà.